Ah, la fameuse cigarette. C'est quasiment fumé à 50 ans. Ben, je fumais au moins un paquet et demi par jour. Ben, je suis atteint de l'emphysème. J'ai vraiment mal pris ça. Alors, j'ai commencé à fumer plus parce que je souffrais tellement que je me suis dit, je veux pas vivre des années avec ça, là. Fait que j'ai dit, je suis obligé de mettre une fin vite. Surtout que j'ai su que ça se guérit pas, ça, là, cette maladie-là. Ça se rempire avec les années. Alors, j'ai parti de 50 % d'air qui pouvait rentrer, puis j'ai descendu à 11 %. Avant, je me rendais à l'auto. Il fallait que j'arrête parce que j'étais trop essoufflé, là. Même, j'arrêtais à mi-chemin. Puis là, j'arrêtais au bout des marches. Je prenais un grand respire, je faisais 4 marches. Je reprenais un autre soupir. Puis des fois, ça pouvait prendre 1 minute avant que je sois capable de monter les 4 autres marches. Puis là, je me dépêchais pour embarquer dans l'auto. Là, je reprenais mon souffle. Là, je partais à l'auto, puis j'allais chercher le courrier. Mais avant, là... L'emphysème est une maladie extrêmement répandue. Au Canada seulement, on estime qu'environ 700 000 personnes en souffrent. Et c'est une maladie qui est en constante augmentation malgré le fait que le nombre de fumeurs diminue. Ce qu'on vit actuellement, c'est l'aboutissement de toutes ces années où la consommation de tabac a atteint des sommets inégalés, là. L'emphysème, c'est presque exclusivement une maladie de fumeur, contrairement au cancer du poumon qui, lui, peut être dû à la fumée secondaire. Alors, ce qui se produit, c'est qu'après des années d'exposition à la fumée, le tissu pulmonaire perd graduellement son élasticité et se détruit peu à peu. Ce qui fait que, au moment d'expirer, lorsque la cage thoracique et le diaphragme, qui sont au fond une espèce de soufflet, se contractent pour expulser l'air, les voies aériennes s'affaissent et les alvéoles restent gonflées et se détruisent progressivement. Alors, ça crée une espèce de paradoxe. L'emphysémateux est essoufflé non pas parce qu'il est incapable d'inspirer, mais parce qu'il est incapable de vider ses poumons. Ça doit être extrêmement oppressant et souffrant, là. Tout à fait. Et jusqu'à maintenant, c'était une condition qui était irréversible et qu'on ne pouvait que soulager par des médicaments et des apports d'oxygène. Mais les gens qui souffrent d'emphysème fondent beaucoup d'espoir en ce moment sur un traitement qui pourrait améliorer leurs conditions de vie, qu'on teste dans la région de Québec et on en parle après la pause. Une dame qui a de l'emphysème sévère, chez qui on va aller poser donc, des implants. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on fait partie d'une étude internationale qui est multicentrique. Donc, il y a des centres partout en Amérique du Nord, des centres en Europe, puis on est le seul centre au Canada qui fait partie de cette étude-là. Et on va évaluer, dans le fond, ce traitement-là chez 300 patients. Le traitement qu'on teste ici, c'est une sorte de ressort, un implant qu'on va mettre à l'intérieur des poumons. Et cet implant-là, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'accrocher au niveau du tissu pulmonaire, puis il va essayer de réduire le volume des poumons où est-ce qu'on va l'implanter. Le but, c'est d'arriver au même résultat que d'aller enlever la partie qui est trop malade des poumons par voie chirurgicale. L'endroit où on va mettre les implants aujourd'hui, c'est dans ces bronches-là ici que je vous montre. Là. Ça, c'est la partie supérieure du poumon gauche. La chirurgie de réduction de volume pulmonaire, c'est une chirurgie qui se faisait beaucoup dans les années 90. C'est qu'on va, par voie chirurgicale, enlever une partie des poumons qui est très malade pour essayer d'améliorer la qualité de vie de ces gens-là puis améliorer leur tolérance à l'exercice. Là. Tous les gens qu'on traite avec cette technique-là, c'est des gens qu'on considère comme étant qui ont de l'emphysème sévère. On voit qu'ils ont un volume pulmonaire qui est au-dessus de 2 fois la normale. Là. Donc, ce qui les rend essoufflés parce que leurs poumons sont détruits par la cigarette de façon très sévère. Quand on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de complications, puis qu'on n'avait pas les ressources pour faire cette chirurgie-là à grande échelle,
en Amérique du Nord, il y a beaucoup de compagnies, de gens qui se sont intéressés à développer des nouveaux traitements qui feraient le même effet, mais sans pratiquer une incision, donc avoir à faire une chirurgie, donc en passant par les voies naturelles, en passant par les bronches. Quand on fume, puis qu'on est sensible à la cigarette, au fil des ans, ce qui se passe, c'est que le tabac, l'usage du tabac, ça va détruire les poumons. Ça crée une réaction qu'on appelle de l'inflammation au niveau des poumons. Donc, ça va faire au lieu d'avoir le poumon, normalement, ça ressemble à une espèce de tire-éponge où est-ce qu'on a toutes des petites bulles qui s'appellent des alvéoles qui servent à échanger l'oxygène dans le sang quand on respire. Et quand on fume puis qu'on développe de l'emphysème, c'est qu'on détruit ces alvéoles-là. Donc, à la place, on se ramasse avec des grosses bulles dans les poumons qui participent plus aux échanges des gaz, donc qui permettent plus de respirer, qui servent à rien, finalement. Chez les gens normaux, ce qu'on va voir, ce sont les bronches qu'on voit qui sont en noir. Puis les alvéoles sont donc toutes ici comme ça, donc ça fait un petit peu une petite image un peu granulaire. Donc ça, ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui a de l'emphysème sévère. Donc, ce qu'on remarque tout de suite, premièrement, c'est que les poumons sont beaucoup plus gros que sur l'autre image que vous avez vue. Puis la deuxième chose qu'on regarde aussi ici, c'est qu'on voit qu'il y a des sections qui sont très noires. Hein. Ça correspond aux bulles d'emphysème, donc aux parties qui ont été détruites. Vous voyez, il y en a ici, il y en a ici, il y en a là. Avec l'apparition de ces bulles d'emphysème-là, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a trop d'air qui reste dans les poumons. Donc, le problème, c'est pas seulement qu'on n'est pas capable d'inspirer, mais c'est surtout qu'on n'est pas capable d'expirer cet air-là. Donc, si vous voulez une comparaison, c'est comme si vous preniez une respiration, vous en preniez une autre, puis là, essayez d'aller marcher en regardant votre respiration comme ça. Donc, les gens qui font de l'emphysème, en fait, c'est un peu ça qu'ils vivent au quotidien. Ils ont les poumons qui sont trop gonflés, ils sont pas capables d'expirer l'air, puis c'est les limites dans leurs efforts. L'image noire qu'on sait, c'est le bronchoscope. Et vous allez voir, là, ici, ça, c'est l'implant qui sort tranquillement. Il sort droit. Il est dans un cathéter en ce moment, donc en espèce de tuyau, puis il garde droit. Puis une fois qu'il sort du tuyau, vous voyez qu'il reprend sa forme naturelle. On va faire le traitement dans la partie qui est la plus atteinte des poumons, que ce soit la partie supérieure ou la partie inférieure. Il faut savoir que la majorité des gens, c'est dans la partie supérieure des poumons qui vont avoir de l'emphysème plus sévère, mais on en voit des fois que c'est la partie inférieure. Et on va traiter de chaque côté, donc en 2 temps. On fait un côté lors de la première procédure, puis quelques mois plus tard, on va faire une deuxième procédure où est-ce qu'on va faire l'autre côté, l'autre poumon. Oui, c'est une affaire d'une journée. On rentre, ils nous posent ça. Après ça, on va dans la chambre de récupération. Et puis, ils nous gardent une nuit. Si tout va bien, mais là, on peut sortir. L'autre ligne de traitement qu'on leur dit aux gens, c'est de demeurer actifs. Ça, c'est très important parce que ce qu'on voit, c'est que ces gens-là ont une mauvaise qualité de vie et ils ont tendance à être essoufflés à faire leurs activités habituelles. Donc, ils arrêtent de faire leurs activités, arrêtent de faire du sport, arrêtent de prendre des marches, ce qui va éventuellement faire que ces gens-là se déconditionnent, ils viennent moins en forme. Puis ça fait encore plus progresser la maladie. C'est normal aussi que je vienne essouffler juste à aller aux toilettes. T'sais, quand on marche, c'est un effort. Quand on va aux toilettes, c'est un effort. Fait que c'est tout à fait normal que vous soyez essoufflé. Donc, ce qui arrive à la longue, c'est que les gens vont développer des symptômes, des infections. Quand on développe des infections, bien là, c'est sûr qu'on peut se ramasser à l'hôpital, se ramasser à l'urgence, avoir à prendre des antibiotiques. Donc ça, c'est une phase plus avancée de la maladie. Mais depuis que je prends le cours depuis le mois de septembre, ça va bien. Ça va mieux. J'ai même engraissé parce que là, j'ai assez d'énergie pour me faire à manger à la maison. On s'entraîne à un certain niveau, un peu comme vous et moi qui s'entraînons. Bien, faut être un petit peu essoufflé pour avoir des gains. Mais c'est la même chose pour eux autres, mais c'est juste de sécuriser puis mettre ça, d'encadrer ça pour que ça soit plus facile pour eux. Je vois les bénéfices de ça. Alors, ça, c'est sûr et certain que quand ça va être fini au CLSC, moi, je vais continuer religieusement, lundi, mercredi, vendredi, de faire au moins 1 heure, 1 heure et demie d'exercice. Parce que je me sens beaucoup mieux. Avez-vous l'impression que vous pourriez faire ça sans les implants? Non, je croirais pas. Non, parce que avant l'intervention,
Non, j'étais vraiment pas capable de faire bien grand-chose, là. 3, 2, 1, Moi, 6 heures plus tard, après mon opération, je me promenais dans le passage à l'hôpital 20 minutes de temps. Je me sentais vraiment bien. J'ai dit, wow, c'est possible d'être si bien. On y va encore une fois, on expire en même temps et on ramène. Fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, on a un registre des données qui sont sorties. Et ce qu'on voit, les résultats sont assez intéressants parce qu'on voit vraiment une amélioration assez impressionnante de la capacité à l'effort chez ces gens-là, puis des symptômes. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la distance de marche. Donc, nous, comment on mesure un peu l'effet d'une maladie au niveau des poumons? Un test qui est très simple à faire, c'est qu'on fait marcher les gens dans le corridor, aller-retour, pour voir c'est quoi durant 6 minutes, pour savoir quelle distance ils sont capables de marcher durant 6 minutes. Donc, quelqu'un de normal va marcher environ 400-500 mètres au minimum. Puis, ces gens-là qui ont traité, ils marchaient environ 140 mètres. Et puis, on voit une amélioration de 50 mètres et plus. Donc, ils sont capables de marcher quand même de façon beaucoup plus significative. Quand on regarde tous les autres traitements qu'on a pour les gens qui ont de l'emphysème, ça dépasse tout ce qu'on a comme traitement à l'heure actuelle. Donc oui, c'est énorme ce qu'on a observé avec cette technique-là. Moi, j'adore faire des marches, faire de la bicyclette, mais c'est stationnaire pour le moment, là. Aussitôt que ça va aller mieux, hein, peut-être à l'été, au lieu de m'acheter un bicycle tout de suite, je vais peut-être m'en louer un, on va voir comment ça va. Mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Même ma soeur, dernièrement, elle m'a dit, je suis tellement content de revoir mon frère. Elle est partie à pleurer. Ça vous redonne une joie de vivre ou de la... Oui, oui. Oui, je pense plus au suicide, voilà. Marie-Hélène, on dit toujours que la médecine évolue à la vitesse grand V. Moi-même, je n'avais jamais entendu parler de ce traitement-là, qui a l'air extrêmement prometteur. Ce que les implants font, en fait, c'est de garder les voies aériennes ouvertes et les empêcher de s'effondrer au moment de l'expiration, ce qui améliore les flots expiratoires. Cela dit, ce traitement-là ne va pas révolutionner le monde entier. Il est réservé aux personnes les plus malades, aux emphysémateux légers à modérés. On continue de recommander les traitements conventionnels. Les résultats de l'étude devraient être disponibles à la fin de l'année 2015. Et si elle montre un bénéfice, on espère qu'au début de l'année 2016, le traitement soit approuvé par le FDA aux États-Unis et par Santé Canada chez nous et que le traitement soit disponible au cours de l'an 2016.